Bonjour à tous. Je vais vous présenter, merci pour l'introduction, l'éco-navigator et le système de fusion entre les ultrasons et l'échographie, les ultrasons et les scopies. Conflit d'intérêt. Donc je ne vais pas vous l'apprendre, les procédures structurelles sont en plein essor. Il y a de plus en plus de procédures et de plus en plus d'indications, que ce soit chez l'adulte ou dans le cadre de la cardiopathie congénitale. Toutes les procédures nécessitent un double monitorage, scopique et échographique. J'ai listé les avantages et les inconvénients. Les principaux avantages de la scopie, c'est l'excellente résolution temporelle et spatiale et la bonne visualisation de tout ce qui est métallique, on va dire. Le désavantage principal, c'est un plan 2D. On n'a pas de repère dans l'espace en profondeur ou dans les trois dimensions. On ne voit pas les structures cardiaques si on n'injecte pas de produit de contraste. A contrario, l'échographie, on voit très bien les structures cardiaques. On a une imagerie 3D, donc on peut se repérer dans les trois plans de l'espace. Et par contre, la résolution qui est en amélioration n'est pas encore optimale et on a les artefacts liés à tout ce qui est métallique. Vous l'avez tous souligné au cours des différentes présentations ce matin, le principal challenge, c'est de créer une équipe qui parle de la même façon, qui comprenne la même chose et qui est dédiée à ce type de procédure, aussi bien le cathétériseur que l'échographiste. Est-ce qu'il faut qu'on ait une communication claire? Et en fait, nous, notre formation initiale, on l'a fait surtout avec les chirurgiens, où on a des vues chirurgicales et on discute avec les chirurgiens d'une certaine façon. Et en fait, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'attend le cathétériseur quand on le guide en antérieur, en postérieur, etc. Donc il y a vraiment une habitude à avoir et l'intérêt de la fusion est probablement principalement là, dans la discussion et dans la simplification de la compréhension de la procédure. Donc, je vais vous présenter l'appareil EcoNavigator pour que tout le monde sache à peu près comment ça fonctionne et ce que c'est. Donc c'est un appareil qui est développé uniquement par Philips actuellement. Il faut que tout votre matériel soit Philips, de la table à l'échographe et à la sonde, bien sûr. C'est un système qui fait de la synchronisation en temps réel et de la fusion en temps réel. Alors l'écran se présente comme ça de façon classique. On peut choisir le nombre de vues, de fenêtres qu'on met. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 fenêtres où vous avez la vue scopique habituelle, la vue échographique, c'est la vue de l'échographiste, la vue dite échographique libre, c'est-à-dire que vous pouvez, depuis la table de cardiologie interventionnelle ou d'un autre ordinateur qui est situé derrière la baie, modifier la vue en temps réel indépendamment de l'échographiste. Et vous avez une vue échographie synchronisée au bras de scopie, c'est-à-dire que vous pouvez, je vais vous montrer une vidéo après, vous pouvez changer l'orientation de la vue échographique juste en changeant l'orientation du bras de scopie et sans faire de rayon X si le système a été synchronisé au préalable. Alors voilà comment ça se synchronise, c'est simple, vous mettez la sonde dans les rayons X et la détection est automatique. Le capteur de la tête de la sonde est reconnu, sa forme est reconnue, son dessin est reconnu. Et une fois qu'elle est détectée dans les rayons X, elle est synchronisée et l'appareil est prêt à fonctionner. C'est pas plus compliqué que ça pour la synchronisation. Alors ça, c'est la vue synchronisée au bras de scopie. Donc vous voyez là, c'est une reproduction, on tourne le bras de scopie autour de la sonde. Vous avez en violet le volume, la représentation du volume qui est balayé par la sonde. Et vous changez l'orientation de la vue échographique 3D juste en tournant le bras de scopie autour de la sonde, autour du malade. L'autre possibilité, c'est la possibilité d'utiliser des marqueurs. Alors, en fait, c'est assez simple une fois qu'on nous a expliqué une première fois comment ça fonctionne. Il faut placer le marqueur à un endroit sur l'échographie et une fois qu'on l'a placé, il faut le valider. Une fois qu'on l'a validé, il apparaît sur la scopie. Il ne faut pas oublier, alors le 3D, c'est vrai que c'est très bien, je trouve que le 3D c'est très bien pour la visualisation où on est dans l'espace, mais pour tout ce qui est action fine, le biplan est bien mieux que le 3D. Il ne faut pas penser que le 3D c'est ce qu'il y a de mieux. On utilise en procédure quasiment que du biplan, sauf à des endroits, à des moments très stratégiques de localisation dans l'espace, on utilise le 3D. Il ne faut pas oublier que le 3D des échographies, c'est un faux 3D. C'est-à-dire que c'est un 2D, vous avez le volume, c'est comme si vous aviez un volume que vous écrasiez sur un plan, et après il y a un système de flash, de lumière, qui reproduit des ombres, qui donne un aspect 3D. Donc si vous placez votre point, on va prendre n'importe quel exemple, si vous placez votre point à la jaune, vous savez où vous êtes dans ce plan. C'est-à-dire que vous n'êtes pas par là, vous n'êtes pas par là, vous êtes là. Par contre, dans le plan perpendiculaire,
est-ce que vous êtes dans la cavité? Est-ce que vous êtes sur le tissu? Vous ne savez pas. Il faut vous mettre à 90 degrés, positionner ce marqueur au bon endroit, et là, vous pouvez le valider, vous savez où il est. Donc il faut vraiment faire attention à ça, sinon vous pouvez le mettre n'importe où, le marqueur. Une fois que le marqueur est validé, il apparaît sur la scopie, et vous avez votre point de repérage sur la scopie défini. C'est très pratique pour le transseptal, notamment. Et maintenant, la dernière version de l'éco-navigateur a intégré la fusion. C'est-à-dire que maintenant, vous avez l'échographie qui vient sur la scopie en temps réel. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, je suis désolé, je n'ai pas d'exemple avec cet appareil de fermeture de fuite paravalvulaire, mais je vais vous montrer d'autres procédures. Alors, c'est installé comme ça chez nous. On a un appareil échographique Philips qui n'est pas le plus gros modèle, mais qui marche suffisamment. Je vais vous montrer une procédure d'une CIA, une jeune patiente de 31 ans qui a une CIA ostium secundum assez classique, avec un retentissement sur les cavités droites, un délai qui est dilaté. Donc là, vous avez la vue échographique biplan. Ici, vous avez la vue scopique. Les traits violets représentent le volume balayé par l'échographie, et vous avez l'échographie qui est sur la scopie. Donc là, c'est le début de la procédure. On a également mis des marqueurs pour repérer les berges. Là, il y a juste la gaine qui passe à travers. Vous voyez la gaine qui est ici. Vous pouvez activer le 3D si vous voulez pas rester qu'en biplan. Donc là, en biplan, on voit, ici c'est une vue en 3D, pardon, où on voit de l'oreillette gauche la CIA, le cathéter qui passe, et ici vous voyez le cathéter qui passe aussi à travers la structure. Alors, à tout moment, vous avez ici une possibilité, c'est de couper le volume 3D. C'est-à-dire que vous pouvez sortir complètement et vous ne verrez pas le trou de la CIA, vous verrez le cathé et les tissus. Et vous pouvez couper un peu plus loin et être dans l'ostium de la CIA. Et là, voir l'information qui vous intéresse. Honnêtement, le biplan est plus sympa à utiliser. Donc là, on a déployé la prothèse, le disque du côté de l'oreillette gauche. Et on tire la prothèse pour la plaquer sur la CIA. Et vous voyez ici le contrôle en temps réel, scopique et échographique. Donc là, il y a toute l'information nécessaire pour la procédure. Après, bien sûr, s'il y a un contrôle minutieux, il faudra faire avec l'échographie, tourner bien autour de la prothèse, etc. Mais vous avez déjà toute l'information qui est là, avec l'ostium, la gaine, là, la prothèse qui descend toute seule. Enfin, toute seule. Quand on tire, la prothèse qui descend vers la CIA. Vous pouvez échanger à tout moment entre le 2D et le 3D. C'était juste pour vous montrer ce que ça fait. Alors là, on a clairement sur le biplan, en 2D, l'information de l'orifice de la CIA, que la prothèse est bien au bon endroit. Alors que là, le 3D, vous voyez, on voit juste la prothèse, une structure. On ne sait pas si on est exactement au bon endroit. Vous pouvez mettre de la couleur sur l'écho, mais aussi sur la scopie, pour vérifier s'il y a des fuites ou pas. Intéressant pour le mitraclique et aussi pour les fuites paraprothétiques. Et quand vous faites les tests de stabilité, pour vérifier que la prothèse reste bien en regard de la structure cardiaque. Je vais vous montrer aussi une procédure de fermeture d'auricule. C'est un patient de 66 ans qui avait une contre-indication aux anticoagulants, un Schatzbach-K3, cardiopathie ischémique, une FA paroxystique. Donc l'analyse 3D préalable à l'intervention pour choisir la prothèse. Là, toujours pareil, la vue échographique biplan, et ici la vue en fusion. Donc, la principale gymnastique qu'il faut avoir, c'est que le cathétériseur doit un peu oublier ses orientations habituelles. L'auricule, je me mets comme ça, je sais que je le vois bien en général comme ça. Là, il faut essayer de changer l'orientation du bras de scopie pour dégager la meilleure image échographique. Parce que l'information finale de est-ce que la prothèse est au bon endroit, est-ce qu'elle est bien déployée, ça sera sur l'échographie. Donc, on essaye de s'orienter pour dégager l'auricule. L'auricule, il est là, c'est cette structure-là. Donc là, on est dans l'auricule. La prothèse, vous voyez, qui est dans la gaine. Alors, je suis désolé, ce sont des boucles un peu longues. Ça va s'activer. Donc, l'échographie continue à tourner quand les rayons ne sont pas activés. Et après, ça se resynchronise tout de suite. Donc là, il y a c'est une prothèse qui est en deux parties, une prothèse
chez Saint-Jude qui a un lobe et un disque. Donc le lobe est en place et on va progressivement, ici vous voyez très bien le lobe sur l'échographie, et on va progressivement sortir le disque. Voilà, vous voyez le disque qui sort. Il n'est pas encore complètement sorti de la gaine. Voilà. Et là, vous pouvez contrôler sur le 3D que ça s'aplatit bien et revenir sur le biplan pour contrôler la bonne position. Après, on peut faire des tests de traction. Donc le test de traction, habituellement, on tire, mais c'est sur l'échographie qu'on vérifie que la prothèse ne bouge pas, ne sort pas et est bien accrochée dans l'auricule. Mais là, vous pouvez le faire directement sur la scopie. On voit même la petite membrane qui est à l'intérieur du disque. Et vous voyez là, quand les rayons X sont activés, la parfaite synchronisation entre les mouvements de la gaine, les mouvements cardiaques et les mouvements de la prothèse. Pour histoire, le marqueur jaune, on l'avait mis à l'endroit où il fallait déployer le lobe. Donc c'est aussi une aide à la zone où il faut déployer la prothèse. Vous pouvez mettre la couleur pour vérifier, pareil, si elle fuite ou pas. Et enfin, vous pouvez faire le contrôle 3D de compression. Vous pouvez mesurer la compression directement sur la scopie. Je vous montre juste une image de MitraClip. Donc vous pouvez, depuis la table de scopie, activer la 3D seule pour votre orientation du clip par rapport à la ligne intercommissurale. Et là, on va placer le marqueur à l'extrémité distale des feuillets. Et vous allez voir, quand le clip revient vers le marqueur bleu, le clip va commencer à se fermer, c'est au prochain tour. Vous pouvez regarder là ce qui va se passer. Là, on va fermer. Voilà, les deux feuillets sont accrochés. On regarde. C'est une aide à la localisation de la fuite. Vous savez que la fuite est là, vous devez mettre le clip à peu près là, vous mettez votre marqueur et ça vous aide dans la localisation où vous devez déployer votre clip. Voilà. Concernant les publications, pour l'instant il n'y a que 2 publications sur le MitraClip et sur les fermetures d'auricules. Ça semble diminuer la dose de radiation. Il n'y a pas trop de données sur le contraste. Dans l'étude sur les auricules, il y avait une réduction de la durée des procédures et surtout de l'irradiation, mais avec un taux de contraste, de l'utilisation de produits de contraste qui était similaire. Et dans les procédures MitraClip, il n'y avait pas de différence, mais ils ont fait des patients avec l'éco-navigateur qui était beaucoup plus compliqué que sans éco-navigateur. Donc c'était pas trop comparable. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Finalement, on va voir l'écran où il y a la fusion d'image et on aura les données complémentaires par l'échographie. Par contre, là où il y a vraiment un intérêt, je pense, pour les procédures complexes comme les fuites paravalvulaires, c'est lorsqu'il y a des petits orifices qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Là, effectivement, ce que tu dis, de positionner le point d'abord en échographique de façon rigoureuse, puis ensuite d'avoir juste à guider de viser ce point en scopie, c'est hyper intéressant. Donc je pense que ça, c'est vraiment prometteur dans ce sens-là aussi, quoi. Surtout si sur la scopie, on arrive à mettre une vue chirurgicale. Ouais. On voit très bien la gaine dans l'oreillette. Il y a le point. Il suffit de s'orienter vraiment directement sur la scopie avec l'écho. Donc ça, c'est pour franchir. Et après, pour le déploiement de la prothèse, quand on a des bioprothèses qui sont très peu radio-opaques, finalement, qu'on voit très mal en scopie, voilà, par contre, ça peut être super, effectivement, de bien voir la bioprothèse en écho 3D et la position que va prendre la prothèse autour de la bioprothèse simultanément sur la scopie. Oui, nous on a donc ce système, puis on est très déçus par la suite qui est donnée par Philips en fait. Les gens qui enseignent, qui ont les compétences pour nous enseigner ça,
ne sont pas là, et puis ils ont des agendas qui sont compatibles avec nous. Ils ont vendu ce produit avec l'upgrade de la salle maintenant, avec cette diminution de rayons, ce qui est important pour nous. Mais tu es d'accord, c'est une catastrophe. Le type de Philips, il n'y connaît rien. Ça tombe bien parce qu'on doit changer une salle et ça devait être un des critères de choix. Non, mais si vous voulez l'éco-navigateur... Mais comment vous avez fait pour payer 300 000 € l'éco-navigateur? Parce que pour l'instant, ils ont le monopole, GE et Siemens n'ont pas la technologie. Je suis obligé d'aller absolument dans le même sens que Eric pour dire qu'effectivement, la participation de Philips à l'apprentissage de l'équipe est assez restreinte. D'ailleurs, nous, on a effectivement, je pense, peut-être la même expérience que vous. On l'a maintenant depuis 3 ans, pardon. Et on a eu d'abord un échographiste qui s'est intéressé à la question, donc ça a marché. Ensuite, pour des raisons X, cet échographiste s'est occupé d'autre chose. Et pendant pratiquement 1 an, on s'en est pas servi. Hein. Puis là, maintenant, Julien est arrivé. Et on reprend, j'allais dire, l'utilisation de ce truc-là. Mais il faut effectivement un investissement commun de l'interventionnel, de l'imageur surtout, pour, je pense, utiliser toutes les potentialités de cet outil. On l'a montré là sur des procédures qui sont par ailleurs relativement simples, les CIA et tout ça. On gagne certainement sur les radiations pour des patients jeunes et tout, c'est toujours intéressant. Mais je pense que l'intérêt majeur, ça va être pour les. Il se trouve qu'on n'en a pas encore eu à faire avec l'éco-navigateur, mais je pense que le positionnement précis des zones de fuite sur la scopie qui bouge avec le changement d'angulation de votre C-arm, c'est vraiment un gain de temps et c'est intéressant. Et vous pouvez faire différentes configurations. Nous, c'est l'échographiste qui gère tout, y compris le positionnement des marqueurs, mais vous pouvez avoir aussi la possibilité de vous-même faire ça sur votre table d'examen et d'utiliser, de changer, comme ça a été mentionné, les vues que vous avez et de faire vous-même vos marqueurs. Moi, je l'ai vu sur les procédures de MitraClip, ils dessinent en fait, ils peuvent même dessiner l'oreillette et les zones en fait dangereuses à éviter. Et pas que la zone où il y a la fuite de marqueur. N'importe où, c'est la zone dangereuse ou la zone où il faut aller. C'est vrai que la formation derrière Philippe, c'est pas. Moi, je sais que je me suis entraîné le soir tard en garde avec la sonde sur l'appareil de scopie pour bien manier l'appareil, parce qu'en fait, c'est pas intuitif. C'est pas hyper intuitif. Il y a plusieurs fonctions, il faut savoir manier en fait. D'accord. Très bien. Est-ce que le docteur Champagnac est là pour enchaîner? Si vous avez faim. En fait, c'est quasiment l'obtention de ces images, c'est instantané en fait. C'est-à-dire que moi, je me place sur l'auricule, je sais que je fais mon biplan sur l'auricule pour que ce soit à peu près stable et que ça bouge pas. Ça arrive très souvent que je pose la sonde sur le pied à perfusion et j'attends derrière. Et après, je peux régler les marqueurs ou faire autre chose. Et après, il faut juste trouver l'orientation avec le bras de scopie qui donne une image correcte pour déployer la prothèse. Et après, c'est tout en fait. Et en fait, les deux images tournent en même temps. Oui. Tout est simultané, synchronisé et temps réel. C'est du temps réel. Il n'y a pas de décalage. Ok. Merci.